C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis bah allez, on y va, c'est parti. C'est toujours un... Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous avais rien posté parce que j'ai une très bonne raison, comme d'habitude de toute façon. C'est que j'ai consacré mon temps à travailler sur la formation Le Normand. Ça fait peut-être 6 ou 8 mois que j'étais dessus, mais avec le déménagement et les péripéties qui nous sont arrivées au niveau de la maison, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, parce que vous êtes des petits curieux, vous pouvez aller sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Famille Colombe. Donc c'est vraiment une chaîne parentalité et là qui va évoluer en chaîne travaux où je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait parce que la plupart des travaux on va les faire nous-mêmes. Donc voilà, bref. Il nous est arrivé plein de péripéties, ce qui fait que c'était très compliqué pour moi de pouvoir tourner des vidéos, faire des audios, etc. Et puis il y a un moment donné où j'ai pu faire des audios. C'est le petit fun fact de cette vidéo. À un moment donné où j'ai pu faire des audios, sauf que c'était une période où il avait beaucoup plu. Et en fait, juste ici, là, sous mes fesses, il passe le bief, c'est-à-dire un canal d'eau en fait qui se jette juste là sous moi, puisqu'il y avait une roue. Elle y est toujours d'ailleurs, il manque que les pales, mais il y avait une roue puisqu'on habite dans un ancien moulin et le micro et la caméra sont posées comme elles sont là, sauf que on entendait toutes les vibrations de l'eau qui déboulait en fait sous la maison parce qu'il y avait beaucoup de débit vu qu'il avait beaucoup plu. Ce qui fait que c'était pas du tout agréable, donc il a fallu qu'on passe cette période, mais après ça on a eu d'autres soucis, enfin bon bref, je vous passe les détails, on s'en fout. Mais voilà, l'essentiel c'est que ça y est, j'ai enfin pu travailler sur cette formation et elle est enfin disponible. Du coup, je voulais vous faire 2 petits cadeaux pour la sortie de cette formation. Le premier, c'est que jusqu'au 31 décembre 2012, vous bénéficiez de 10 € de réduction sur la formation. Donc au lieu de 59 €, elle passe à 49 € grâce au code Le Normand, tout en majuscule, en un seul mot, comme ça va être affiché là ou là. Voilà, donc vous aurez 10% de réduction sur cette formation-là. 10%, pardon, 10 € de réduction sur cette formation-là. Et puis, pour ceux qui veulent un pack formation, puisque j'ai créé des packs formation, vous avez la formation cartomancie générale et Le Normand. Je sais plus exactement le tarif, mais pareil, alors déjà c'est tout le temps à 10 € moins cher si vous prenez ce duo, mais là avec le code Le Normand vous avez encore 10 € de réduction. Voilà, ce qui fait que ça fait un super prix pour avoir 2 formations. Donc voilà, donc ça c'était le premier cadeau que je voulais vous faire, et le deuxième il va se passer juste ici dans cette vidéo. Pour ceux qui ont le courage, je vous invite à mettre un casque ou prendre des écouteurs. Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran parce que c'est juste un audio. C'est la vie de Mademoiselle Le Normand. Voilà, je voulais vraiment vous partager ça. C'est une vidéo, c'est un audio du coup qui est présent dans la formation Le Normand. Je m'excuse déjà pour le son de ma voix qui sera un petit peu monocorde dans cet audio parce que ça a été très compliqué. Vous imaginez bien que l'audio en lui-même dure 59 minutes et 40 secondes, quelque chose comme ça. C'est très long, j'ai dû enregistrer ça en plusieurs fois. Il y a du montage derrière parce que des fois il y avait des blancs, des fois il y avait, je me trompais dans ce que je disais. Il m'a fallu plusieurs jours pour écrire le script, relire le livre que j'avais déjà lu, où c'est un livre avec énormément de sources historiques. J'ai gardé vraiment que l'histoire de Mademoiselle Le Normand parce que dans ce livre, je vous mets le lien juste ici sous la bio, pour ceux qui veulent l'acheter. Il est formidable. Si vous aimez un petit peu les trucs historiques et un petit peu les romans, c'est un peu un mélange des deux. Mais tout est sourcé, c'est beaucoup de documents qui sortent de la Grande Librairie de France, des archives de Paris. Voilà, tout est sourcé. Et dans ce bouquin, il y avait énormément de correspondances entre, par exemple, Napoléon et sa femme. Il y avait des correspondances entre Mademoiselle Le Normand et la femme de Napoléon. Il y avait énormément de correspondances avec d'autres personnes. Il y avait... il y a beaucoup de faits historiques sur Marie-Antoinette, etc., la Révolution française, donc voilà, ça parle aussi beaucoup d'histoire, mais tout ça je ne l'ai pas mis dans l'audio. Je me suis consacrée vraiment sur la vie de Mademoiselle Le Normand et toutes ces entre guillemets parenthèses ou apartés historiques
Sur d'autres personnages, je les ai pas mis. Alors vous avez une vedette qui a décidé de se mettre en plein milieu devant l'écran, mais c'est pas grave, on va rester comme ça. Viens Didino, tu es en plein milieu ma chérie. Alors à la limite, regarde, montre-toi. Voilà. Et donc voilà, donc je vous partage l'histoire de Mademoiselle Lenormand dans un très très long audio. Donc casque ou écouteur, vous pouvez faire autre chose, prenez un livre, dessinez, un petit cahier, faites du sudoku. Voilà, écoutez ça, je m'excuse d'avance pour le son monocorde, mais c'était très très long. J'espère que ça vous plaira beaucoup. C'était un long travail, ça a été des semaines et des semaines de boulot. Voilà, j'espère que toute cette formation en tout cas vous plaira pour ceux qui la feront. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site hôteldelamagie.com, rubrique formation, ou juste ici en barre d'infos, vous aurez tout. Le livre que j'ai utilisé pour faire cet audio, les liens vers mes formations, bref, tout est là. Je vous souhaite une bonne écoute, c'est pas un bon visionnage, mais une bonne écoute de cet audio et je vous fais plein de gros bisous. Bonne écoute. Je vais dès à présent vous conter la grande histoire de Marianne Lenormand. Nous allons commencer par le début, dès son plus jeune âge, l'histoire de Marianne à Alençon. Anne-Marie Lenormand est la mère de Marianne, dont le mari se nomme Jean-Louis Lenormand, drapier à Alençon. Ce dernier décède en 1773, laissant derrière lui Anne-Marie et leurs 3 enfants, Marc, Marianne et Sophie. En 1777, la mère de Anne-Marie se remarie avec Isaac Rosé des Fontaines, un marchand de Lisieux. Marianne avait alors 5 ans. De cette union naquit François-Louis, mais Anne-Marie mourut, laissant derrière elle Isaac seul avec 4 enfants. Il prit alors la décision de se remarier. Avant la fin de sa première année de noces, sa nouvelle épouse mourut en couche, donnant naissance à une fillette qui ne lui survécut que quelques mois. À nouveau veuf et bien embarrassé de ses 4 enfants, la plupart du temps livré à eux-mêmes dans les rues d'Alençon, il décida de se remarier une nouvelle fois avec une jeune femme de 18 ans à peine, Louise Henry. Une jeune femme avec une belle condition qui a apporté une belle dot pour ses noces. Grâce à celle-ci, il entreprit d'ouvrir un magasin de dentelle à Paris. Mais les 4 enfants n'aimaient guère leur belle-mère. Son jeune âge peut-être, elle était sèche et revêche, pas du tout maternelle, ne se comportant même pas comme une grande sœur à leur égard. Louise étant la plupart du temps seule à s'occuper du logis et des marmots, elle décida qu'ils avaient besoin d'être éduqués à grands coups de fouet, et rares étaient les jours où elle ne l'utilisait pas. L'aîné des enfants, Marc, eut un peu plus de chance. Grâce à condition de jeune homme et d'aîné, il fut très tôt envoyé dans un collège tenu par des jésuites. Marianne, elle, aimait surtout gambader dans la nature. Ses corvées à peine terminées, elle partait en courant se rouler dans l'herbe fraîche, quel que soit le temps. Elle savait que de toute façon, dès qu'elle rentrerait chez elle, elle serait battue quoi qu'elle fasse. Alors autant sortir courir après les papillons, se disait-elle. C'était au moins une bonne raison de recevoir des coups sur le dos. En l'an de grâce 1780, en plein mois de septembre, une fête se donnait devant l'église. Et Marianne se mêla à la foule qui applaudissait les acteurs d'un véritable théâtre. C'est à ce moment-là que la joufflue, ce surnom lui était donné à cause de ses grosses joues rougies par le soleil et par le froid, décida qu'elle aussi, un jour, deviendrait célèbre et adulée. Le soir venu, elle rentra chez elle dans la plus grande discrétion, et c'est alors qu'elle entendit la voix de son parrain, Jean-Samuel Gilbert, tenant une discussion avec sa marâtre. C'est ainsi qu'elle apprit son entrée prochaine en pension, aux frais de son parrain. Et elle était plutôt heureuse au couvent des bénédictines. Elle y avait appris le calcul, la lecture, l'orthographe, et avait de sérieuses prédispositions à l'arithmétique. Ce fut une enfant si appliquée que lors d'une remise de prix, elle reçut l'Iliade d'Homère. Marianne lut ce livre en long, en large et en travers, à tel point qu'elle le connaissait par cœur. Une après-midi d'octobre, elle eut ses premières visions du futur. Avait-elle été influencée par les Pythies présentes dans l'Iliade? Nul ne le sait.
En tout cas, c'était ainsi que devant tous les élèves médusés, elle annonça que la mère supérieure serait renvoyée et remplacée. Marianne raconte alors « Je vis un visage dans le ciel. Au-dessus, les lettres C, F et Liv. Je m'en souviens encore, le visage était plein de taches. » La mère supérieure ne put tolérer de tels propos, et ne voulant d'une enfant folle au sein de sa pension, elle renvoya Marianne. Après une sévère correction de son beau-père Isaac, et sur les recommandations du curé, Marianne fut envoyée dans le couvent de la Visitation. Quelques mois plus tard, on apprit que la mère supérieure du couvent des Bénédictines, ne sachant tenir les comptes de l'établissement correctement, fut priée de partir dans un autre couvent se reposer. Sa remplaçante était Françoise de la Livarderie, dont le visage était couvert de taches de rousseur. Et c'est ainsi, une fois de plus, que les sœurs du couvent de la Visitation, où était alors Marianne, décidèrent qu'elles ne pouvaient pas la garder en leur sein. Cette enfant était bien trop dangereuse. Ils la congédièrent sur le champ. L'enfant rentra donc chez elle, sous l'accueil violent de sa belle-mère qui lui dit qu'elle aurait dû avoir honte de tenir de tels propos et qu'elle jetait l'opprobre sur la famille. Et à cause de ces sornettes, toute la clientèle de son beau-père finirait par se détourner de leur commerce. Mais les inquiétudes de Louise furent contrariées par le fait que la jeune Marianne racontait à qui voulait bien l'entendre cette fameuse vision. Ainsi, les clients curieux affluèrent à la boutique. Lasse de la présence de sa belle-fille, Louise l'envoya quelque temps chez les dames de la province, puis vers 11 ans, elle décida qu'il était temps de l'envoyer en apprentissage, chez une couturière d'Alençon, pour lui apprendre un métier. La pauvre enfant travaillait 11 heures par jour. C'est ici qu'un jour, Marianne vit entrer dame Herbert, veuve de l'orfèvre Jacques Herbert, qui était autrefois l'amie de son père Jean-Louis. Anne-Marie était bonne copine avec les deux filles Herbert, Mélanie et Marguerite. Et lorsqu'elle venait à la boutique, dame Herbert parlait surtout de son fils Jacques René, parti à Rouen pour d'obscures raisons. Anne-Marie connaissait Jacques René. À force d'en entendre parler au fil des visites de dame Herbert, elle suivait ses tribulations, qui, après plusieurs mois d'ailleurs, avait fini par partir à Paris dans l'espoir de devenir journaliste, voire dramaturge. Marianne elle-même se rêvait de la même carrière. Elle aurait aimé devenir actrice, mais elle n'en avait pas le physique. D'ailleurs, son surnom, je vous le rappelle, était la joufflue. Et en son fort intérieur, elle rêvait même d'y retrouver Jacques René. En juin 1782, Marianne, Marc et Sophie se retrouvèrent dans le même cimetière où reposait déjà leur mère, Anne-Marie, et leur père Jean-Louis, pour mettre en terre leur jeune demi-frère François-Louis, tombé brusquement malade quelques jours plus tôt. C'était un coup dur pour Isaac, qui vit partir son seul fils, car depuis le temps qu'il était marié à Louise, elle ne lui avait toujours pas donné de descendance. L'ambiance était dure à la maison. Isaac vivait mal de devoir supporter de s'occuper des enfants qui n'étaient pas les siens, alors que lui n'avait plus de descendance. Et qui pourra s'occuper de ses affaires après sa mort? Du coup, Marianne rentrait toujours le plus tard possible, car elle se sentait coupable d'être encore en vie, alors que son petit frère chéri n'était plus. Ainsi, allait tous les jours à l'atelier de couture pour retrouver son amie Anicette en apprentissage comme elle, était son seul bonheur. Lors de sa 14e année, une journée comme tant d'autres à l'atelier, Anisette sortit de son corsage une poche dans laquelle était rangé un joli jeu de cartes. La joufflue demanda à son amie où elle les avait eus. C'était le colporteur qui les lui avait vendus. Elle lui dit que ce jeu avait pour nom le tarot de Monsieur Éteillat et qu'on l'utilisait pour connaître l'avenir. Un petit livre accompagnait le jeu pour en faciliter la lecture. La patronne des deux jeunes filles s'intéressa également à cette nouvelle attraction et régulièrement les trois femmes s'adonnaient à la cartomancie. Au cours de l'une de leurs séances, Marianne tira la carte du soleil. C'était là le présage de sa future vie extraordinaire. Bien entendu, Marianne voulut aussi posséder son propre tarot de Sieur Éteillat. Pour cela, elle demanda quelques sous à la femme de son parrain. Après avoir cousu de sa main une petite pochette pour y ranger les cartes, elle entreprit chaque soir de s'initier au jeu. L'hiver qui suivit fut l'un des pires de cette époque. Les gens mouraient de froid, de faim, à même les rues d'Alençon.
Le travail manquait pour tous et l'atelier de couture finit par fermer. En 1786, Louise la marâtre eut enfin donné naissance à un garçon, le premier d'une longue lignée de 5 autres. Fou de joie de voir son rêve de posséder un héritier mâle, Isaac vendit le magasin d'Alençon au profit d'un magasin bien plus élégant à Paris. Marianne ne rata pas l'occasion de pouvoir aller à la capitale. Elle demanda donc à Isaac de l'employer dans le nouveau commerce. Et c'est ainsi que fin 1986, Marianne fit ses adieux à sa chère Anicette, restée en Alençon pour rejoindre Paris et retrouver, l'espère-t-elle, Jacques René. Parlons maintenant de la vie à Paris. Au sortir de la diligence, son baluchon à la main, quel ne fut pas son étonnement de voir une ville grisâtre, puante, avec des gens toujours pressés, bien loin de sa campagne douce et colorée. Après avoir traversé les ruelles les plus puantes de tout Paris, elle finit par trouver la rue Colombier, où était le commerce de son beau-père. La Joufflue dénotait clairement au milieu de toutes ces femmes aux belles toilettes qui se promenaient dans la rue alors qu'elle était mal fagotée arrivant de sa campagne. Sur place, elle fit connaissance de Françoise, la première commise du magasin. Il y avait également une lingère et un comptable. Françoise offrit de quoi se laver et se vêtir proprement à Marianne et lui expliqua le rôle qu'elle allait tenir. Elle serait seconde commise au comptoir. Elle lui fit également découvrir les lieux. Et c'est dans une mansarde divisée en 3 pièces que Marianne découvrit plus de livres qu'elle n'en avait jamais vus. C'est à ce moment-là que Marianne comprit qu'entre son beau-père et la belle Françoise, une relation secrète avait lieu. Lorsque cette dernière lui dit qu'elles allaient partager la même chambre, mais que de toute façon, elle n'y dormirait pas souvent. Marianne aurait donc tous les loisirs d'avoir le lit pour elle seule. Les jours passant, Marianne était intriguée par le comptable, dont on ne connaissait même pas le nom, tant il était discret. Et tous les soirs, il s'enfermait dans sa loge personnelle, éclairée par une bougie, pour y lire une grande partie de la nuit. Un jour, ou plutôt une nuit, la Joufflue pénétra dans la grotte aux livres du comptable pour lui poser 1000 questions, au sujet de tous ses ouvrages. Au fil des discussions, celui-ci fut étonné par les prédispositions de la jeune fille à l'arithmétique. Il lui proposa de lui enseigner ce qu'il savait et il commença par lui faire découvrir les calculs de Pythagore. À la suite de ça, elle découvrit de nombreux ouvrages, les étudiant jusque tard dans la nuit, chaque soir, après avoir englouti les quelques croûtons qui lui servaient de repas. Son livre préféré, L'art de gouverner les esprits célestes et de parler avec les morts, de Albert le Grand. Elle découvrit que de tout temps, même les rois utilisaient la sorcellerie et la magie, mais également les arts divinatoires. C'est à ce moment-là qu'elle découvre Nostradamus et l'utilisation de la cristallomancie, mais également que la reine Catherine de Médicis elle-même le consultait et il rédigeait les horoscopes de tous les enfants royaux, et bien plus encore. Elle se prit donc à rêver qu'elle aussi un jour pratiquerait la cristallomancie. Et c'est à ce moment-là que dans tout Paris, jusque dans la boutique d'Isaac, tout le monde n'avait plus qu'un nom à la bouche, Sieur Éteilla. Ainsi, un jour, elle prit le seul sou que lui avait donné sa marâtre et elle décida de se rendre elle aussi au 48 de la rue de l'Oseille pour faire la queue au milieu des carrosses afin de se faire compter l'avenir. Mais c'était là sans compter que son écu ne suffisait pas à rencontrer le grand maître de la divination. Elle prit donc l'intelligente décision d'investir son écu dans l'achat d'un jeu de tarot et de son livret explicatif. Elle montra rapidement son tarot à son mentor qui lui conta l'origine du jeu, ou du moins ce que l'on en savait à cette époque-là, et son lien avec l'astrologie, la kabbale et encore bien d'autres choses. Et que finalement, le sieur Éteilla, Aliette de son vrai nom, l'avait simplement remis au goût du jour. Et c'est au cours de cette discussion que la Joufflue apprit l'existence d'un grand maître en matière de taromancie, sieur Cagliostro. Le comptable et instructeur de Marianne admirait beaucoup Cagliostro. Il dévoila même que ce dernier était franc-maçon et qu'il avait fondé une loge, mais il n'en dit pas plus. En cette fin d'année 1787, Françoise prit Marianne avec elle pour la faire sortir le nez de ses études. Elle avait un atout majeur dans sa manche pour l'inciter à la suivre. Partir à la recherche de Jacques René. C'était sans compter sur les relations de Françoise qui, concrètement, finit bien par retrouver Jacques René, qui était alors ouvreur au Grand Théâtre des Variétés. Ni une ni deux, elles se rendirent sur place. Mais de toute évidence, Jacques René n'était point là.
Et c'était les yeux remplis de larmes que la devineresse quitta les lieux. Durant tout l'hiver, seule ou accompagnée de Françoise, la Joufflue se rendait au Palais Royal dans l'espoir de croiser son Jacques René. Un soir, son mentor voulut l'accompagner. Il avait étudié maintes fois Pythagore et pensait y avoir trouvé un moyen de gagner à la loterie. Il voulut donc aller vérifier en compagnie de son élève. Les semaines suivantes, le petit comptable accompagna régulièrement la jeune femme pour affiner ses calculs. Alors que Françoise sortait pour ne rentrer qu'au petit matin, jusqu'au jour où elle ne rentra pas. Et personne ne sut vraiment ce qui lui était arrivé. Un soir, au beau milieu du pont Saint-Bernard, Marianne se promenait et se retrouva au milieu d'une horde de femmes tentant d'échapper à la police. Et c'est ici qu'elle eut son premier contact avec Lulu, la lavandière. Celle-ci lui expliqua que les soirs de pleine lune, elle et ses amies enfilaient leurs capes blanches pour se retrouver dans un cercle de femmes pour invoquer les morts. Marianne devint amie avec Lulu et d'autres lavandières, et même les blanchisseuses de l'autre rive, qui convièrent la Joufflue lors d'une cérémonie crépusculaire de la pleine lune. Elle put même assister à une séance particulière où les esprits s'incorporèrent dans le mage qui officiait la séance. Et chaque participante put poser une question afin d'obtenir une réponse de l'esprit en question. Cette expérience marqua beaucoup la Joufflue, qui en fit le récit à son mentor dès le lendemain. L'année qui suivit fut une année terrible. Le froid, la pluie étaient sans cesse au rendez-vous. Il fallait même faire un feu de cheminée en plein mois de juillet. Mais cela laissait indifférente Marianne qui continuait d'apprendre au fil de ses lectures et de ses discussions avec le comptable. Elle se prit de passion pour Lavater et elle cherchait absolument à pouvoir assister à l'une de ses conférences. Grâce à son mentor, une fois de plus, elle put le rencontrer et c'est avec lui qu'ils allèrent à l'une de ses conférences. Et c'est là qu'elle découvrit l'extraordinaire Dr Gall, capable de donner les prédispositions d'une personne en étudiant la forme de son crâne. C'est alors que Marianne se mit en tête d'aller le rencontrer. Mais malheureusement, l'homme était actuellement en Angleterre. Et Marianne était sans le sou pour pouvoir entreprendre ce voyage. Et pendant ce temps-là, Paris grondait. Et le 14 juillet, Marianne resta toute la journée enfermée dans sa chambre, alors que la révolution faisait rage dans les rues de la ville. C'est alors que le 26 août, le petit comptable déboula dans la chambre pour lui annoncer que la Déclaration des droits de l'homme avait été votée. Dans la foulée, il annonça à la Joufflue qu'il voulait lui présenter quelqu'un d'extraordinaire. Elle le suivit avec l'espoir de rencontrer Gall. Mais en réalité, elle rencontra un éminent astrologue, Monsieur Bonaventure Guillon. Il avait entendu maintes fois dans la bouche du petit comptable le prénom de Marianne et des louanges à son sujet. C'est ainsi qu'il décida de lui apprendre à décrypter les arcanes du ciel. C'est ainsi qu'après plusieurs soirs par semaine, la Joufflue se rendait chez Bonaventure Guillon pour apprendre l'une de ces 3 sciences hermétiques, qui est l'astrologie. Les mois passèrent et avec Guillon, ils étudièrent également Pythagore. Jusqu'au jour où, sous les arcades du Palais Royal, Marianne décida de jouer à la loterie toutes les économies de ses amies lavandières, du comptable, de Guillon et les siennes. Et leur petite martingale s'avéra fructueuse. Marianne gagna à la loterie. Au moment de redistribuer les gains, tous les offrirent à la jeune femme afin qu'elle puisse se rendre à Londres pour voir le docteur Gall. Et c'est en préparant son départ pour l'Angleterre que, tout à fait par hasard, elle rencontra Jacques René. Elle avait tant rêvé de ce jour, et c'est aussi grâce à lui qu'elle put partir en Angleterre. Il connaissait un couple d'aristocrates qui devait s'y rendre. Peut-être pourrait-elle les accompagner? Et c'est sûrement ce jour-là qu'elle tomba définitivement amoureuse de Jacques René. Et c'est ainsi qu'en 1789, Marianne prit le bateau pour rejoindre l'Angleterre. À peine fut-elle arrivée qu'elle se mit à chercher le docteur Gall, qu'elle finit bien sûr par trouver. Il donnait des conférences à travers le pays. Elle prit une consultation avec lui. Il lui annonce à tout de go qu'elle avait la protubérance des grands voyants et qu'elle était comme la Pythie de Delphes. Cela était comme une révélation pour la jeune femme. Et c'est peu de temps après qu'elle sut que cette entrevue allait changer sa vie. Gall parla des prédispositions de la jeune femme autour de lui, tant c'est si bien que le bruit courut jusqu'aux oreilles de Madame Fritz Herber, épouse du prince de Galles. Marianne se fit rapidement un nom. Elle prit un appartement dans un quartier chic où elle écrivit sur sa porte d'entrée « Mademoiselle Lenormand of Paris, astrologue ». Un jour, elle fit une consultation au prince dont les prédictions s'avérèrent vraies et c'est ainsi que sa réputation fut faite définitivement
et que tous les plus hauts bourgeois, comtesses et duchesses se succédèrent au cabinet de la petite alençonnaise. Bien entendu, qui dit clientèle bourgeoise, dit cassette bien remplie. Pour la première fois de sa vie, la jeune femme ne manquait pas d'argent. De jolies toilettes, de jolis meubles, mais une chose manquait plus que tout à Marianne. C'est le ciel bleu. Il faut dire que Londres, bien souvent brumeuse, n'aide pas à se sentir à l'aise. Elle avait le mal du pays, la joufflue. La France lui manquait trop. Elle revint donc au pays. Malgré l'avis négatif du prince de Galles lui-même, au vu de la conjoncture à Paris à ce moment-là. Et c'est les poches pleines que Marianne décida de retourner à Alençon rendre visite à sa sœur Sophie, puis à son frère Marc. Elle les gâta à la hauteur de l'amour qu'elle leur portait. Elle n'oubliait pas non plus son amie Anicette, fraîchement devenue maman et vivant plus que modestement. Mais à force de tant de générosité, la cassette de Marianne fut presque vide. Alors elle prit le parti de faire ce qu'elle aimait tant, tirer les cartes. Elle n'oubliait pas pour autant son rêve de devenir dramaturge, comme son Jacques René. C'est alors qu'un jour elle demanda à Madame de la Garde, l'une de ses consultantes, si elle avait des contacts à la capitale qui pourraient lire ses pièces. Et rapidement, celle-ci lui obtint une place de lectrice chez son cousin, le propriétaire d'un hôtel particulier au faubourg Saint-Germain, où elle pourrait être hébergée en échange de quelques lectures. C'est ainsi qu'au mois de janvier 1791, Marianne quitta une nouvelle fois Alençon pour la capitale. Après un voyage en diligence, la voici arrivée au domicile de Sieur d'Armeval de la Saussotte. Rapidement, elle retourna rue du Colombier, mais le commerce d'Isaac avait disparu et son ancien mentor, le comptable, également. Elle fit la même chose en allant chez Bonaventure Guillon, qui lui aussi avait disparu. Son dernier espoir fut de retrouver son cher Jacques René. Et là, elle eut plus de veine, car circulait dans tout Paris un journal quelque peu secret, nommé Le Père du Chêne, dont le fondateur n'était autre que Jacques René. C'est ainsi qu'elle finit par se rendre aux 5 rue du Tournon. Et lors de ces retrouvailles, Marianne lui montra avec empressement tout ce qu'elle avait écrit jusqu'alors. Mais au premier coup d'œil, Jacques René comprit qu'elle n'aurait jamais de succès en tant qu'auteur. Jacques René connaissait bien le milieu, et sous l'insistance de Marianne à vouloir présenter ses œuvres à des directeurs de théâtre, Jacques René lui proposa de s'en occuper, de présenter ses écrits à des directeurs de petites salles pour commencer. C'est alors que Marianne se prit à rêver d'une grande carrière de dramaturge, mais également de roucoulade avec l'homme qui se trouvait devant elle. Bien vite, elle sut que son travail n'avait pas de succès auprès des directeurs de théâtre de la capitale. Il lui fallait donc renflouer ses caisses car son salaire de lectrice n'était pas suffisant. Elle décida de reprendre les lectures de tarot et hors de question de faire cela dans l'hôtel particulier du Sieur d'Armeval de la Saussotte. Alors elle s'installa au 9 de la rue du Tournon, à quelques pas de son bien-aimé. D'ailleurs, pour fêter cela, Jacques René lui proposa de l'inviter à boire quelques verres chez lui, ainsi elle pourrait rencontrer son épouse. Quelle ne fut pas la surprise de Marianne de voir que son bien-aimé était épris d'une autre. La pilule fut dure à avaler. Elle commença donc son activité de cartomancienne et sa clientèle se composait pour ainsi dire de gens du petit peuple qui ne possédaient que peu de moyens. Et régulièrement, elle continuait à faire le tour des théâtres pour montrer ses pièces. Et c'est un jour que l'une de ses clientes, actrice au théâtre, reconnut la Sibylle Joufflue, qui de fil en aiguille finit par présenter Mademoiselle Raucourt, une grande tragédienne, qui était l'amie d'une certaine Mademoiselle Clairon. Cette dernière eut recours au service de la Sibylle et ravie des services de Marianne, elle en parla autour d'elle, à tel point que tout le monde finit par vouloir consulter Marianne, qui vit défiler bon nombre d'artistes dans sa petite rue jusqu'au jour du mois de juin 1791, où elle reçut le frère du roi de France en personne, le petit-fils de Louis XV, Louis Stanislas Xavier, comte de Provence. Énormément de notables parisiens venaient consulter la Joufflue. Un jour même, elle vit se présenter aux portes de son cabinet Marat, Saint-Just et Robespierre. Elle leur raconta à chacun leur avenir, même si tous n'étaient pas convaincus par les dires de la pitié. Après quelque temps, elle déménagea au 5 de la rue du Tournon, à la place de son Jacques René, qui dut déménager. L'espace était suffisamment grand pour elle afin qu'elle puisse y faire des consultations, ouvrir une petite librairie, tout en habitant sur place.
Au printemps 1793, son bon ami Sieur d'Armeval de la Saussotte convia Marianne à un dîner où se trouvait Dame Atkins, mais également la comtesse de la Rochefoucauld, avec l'un de ses amants, et bien d'autres personnes, dont le baron Jean de Batz. Tous étaient présents dans un but bien précis. Ils savaient que Marianne connaissait très bien Jacques-René Hébert, et ce repas avait pour but de demander à la pythonisse de mettre en contact tous ces aristos avec le créateur du journal le plus brûlant du moment. Il faut savoir qu'en se remettant dans le contexte de l'époque, tout ce petit monde était royaliste et la Révolution française était passée par là et ces derniers étaient très mal vus car il fallait être républicain. C'est ainsi que par exemple un beau jour, au cours de l'une de ses balades, le sieur d'Armeval de la Saussotte fut arrêté par la garde républicaine sous le prétexte qu'il ne portait pas la cocarde républicaine réglementaire. Marianne, quant à elle, était profondément royaliste, et ses petits repas discrets chez d'Armeval de la Saussotte étaient bien sympathiques, mais grandement risqués. Le lendemain de l'arrestation de son ami, voulant lui rendre visite et ne sachant pas qu'il avait été arrêté par la garde, elle vit arriver devant chez lui bon nombre de policiers vidant la demeure de la rue Honoré, portant à ce moment-là un grand portrait de Marie-Antoinette. Et pensant que quelqu'un les avait trahis sur leur dîner secret, elle se mit à courir pour échapper à la garde, n'osant même plus retourner dans son échoppe. Elle savait très bien qu'en ce temps-là, la guillotine était toujours prête à s'abattre sur n'importe qui pour n'importe quel prétexte. Elle erra plusieurs jours dans les rues de Paris, jusqu'à la porte d'une boulangerie. Et c'est là qu'elle rencontra pour la première fois de sa vie l'homme qui lui fut le plus fidèle et qui l'accompagna toute sa vie durant, et portant un amour platonique à la belle, Claude François Flammerdon. Il était apprenti boulanger, et ce jour-là, il prit la pythonisse qui avait erré des jours durant dans ses bras et la porta jusqu'à sa chambre. Il lui offrit sa ration de pain quotidien qu'elle dévora, puis s'endormit pour 3 jours et 3 nuits, durant lesquels il veilla sur elle. Après cela, durant des heures, ils se contèrent leur vie, et il eut l'impression que Marianne en avait eu 1000. Lui connaissait déjà une pythie, elle s'appelait Dame Gilbert. Une fois, lui avait prédit qu'il finirait par côtoyer les grands de ce monde. Il entreprit donc de faire se côtoyer les deux femmes, qui eurent un réel coup de cœur amical, s'échangeant même des secrets sur les arts divinatoires. Dame Gilbert initia d'ailleurs Marianne à la lecture du marc de café. Les deux femmes et Claude François finirent donc par s'associer pour s'installer sur le Pont-Neuf en cette année 1793. Au printemps, les 3 compères furent arrêtés au motif d'escroquerie. Marianne avait prédit à un dénommé Delafosse la mort sous 10 jours. Ce délai étant passé, l'homme étant toujours vivant, il avait décidé de déposer plainte. C'est ainsi qu'après un court passage en prison, ils écopèrent d'une amende de 10 livres et leurs cartes furent confisquées et brûlées. Les deux femmes se séparèrent et après quelque temps, Marianne se sentit de retourner dans son cabinet 5 rue du Tournon en compagnie de son ami Flammerdon. Ce dernier continuait d'ailleurs de travailler à la boulangerie, ce qui lui permettait d'être toujours au courant des derniers événements de la ville. Cette année 1793 apporta son lot de calamités. Jacques-René fut arrêté une première fois, puis relâché. Mais la seconde arrestation lui fut fatale. Lui et ses amis, rédacteurs dans le journal qu'il avait lui-même fondé, furent arrêtés au motif qu'avec son journal, il ne cherchait qu'à s'enrichir aux dépens du peuple. Bref, ce fut une vraie mascarade. Et c'est le 24 mars 1794 que Jacques-René Hébert et ses compagnons montèrent à l'échafaud pour être guillotinés. Bien entendu, notre chère Marianne n'eut pas la force d'assister à ce triste spectacle. Tout au long de l'année 1793, Marianne reçut dans son sein beaucoup de personnalités importantes de l'époque. Je n'en ferai pas compte ici, je vous laisserai le loisir de regarder les sources qui m'ont permis d'écrire ce texte et de découvrir tout cela par vous-même si vous le désirez. Mais sachez que cette année-là, Marianne eut l'immense honneur de prédire l'avenir à un homme dont le destin allait marquer son ère et dont on connaît le nom encore aujourd'hui, Napoléon Bonaparte lui-même. Revenons-en à notre année 1794.
Cette année-là, la Pythonisse reçut à plusieurs reprises bon nombre d'aristos, mais aussi Maximilien Robespierre. Il venait régulièrement se faire conter son avenir. Un jour, juste après son passage, Marianne vit entrer un homme du nom de Vadier. Elle ne le sentait pas. Il avait un air étrange. Elle avait vraiment la sensation que cet homme faisait partie de la police. Mais bien sûr, c'était une voyante. Elle avait totalement flairé le bonhomme. Effectivement, il faisait partie du comité de sûreté générale. Cela faisait des semaines que Vadier observait les va-et-vient devant le petit cabinet de Marianne. Et ce jour-là, il ne venait pas pour une consultation, mais pour poser des questions de plus en plus sournoises à Marianne. Il dit à Marianne que selon lui, le bruit courait qu'une certaine Normande était investie d'une mission divine. Il demanda à Marianne si c'était bien elle, la fameuse Normande. Marianne l'interrompit et lui répondit « Je ne me sens nullement investie d'une mission. Je tire les cartes, je réconforte les gens quels qu'ils soient. Un point, c'est tout. Tu mens. Cette Normande, cette prétendue nouvelle Ève, je te dis que c'est toi, éructa Vadier. » La devineresse, en colère, s'énerva contre Vadier. Celui-ci lui répondit qu'elle était sûrement la complice de Robespierre. Elle lui répondit que non, et lui termina la conversation en lui disant qu'il prouverait le contraire. Toute la soirée qui s'ensuivit, Marianne n'était pas bien. Elle avait froid, elle transpirait, elle n'était vraiment pas bien du tout. Et c'est le surlendemain de cette nuit de juin que 2 gendarmes se présentèrent au cabinet de la devineresse en lui demandant de les suivre. Bien sûr, la jeune femme au caractère bien trempé ne se laissa pas faire. Elle insulta copieusement les 2 gendarmes qui la firent monter de force dans la charrette pour l'amener au commissariat. Elle fut tout d'abord amenée dans les geôles en attendant son interrogatoire. Et c'est là qu'elle se retrouva au beau milieu de la fine fleur de tout Paris. Et quel ne fut pas son étonnement de se retrouver dans cette geôle aux côtés de Marguerite Montansier, la grande comédienne qui avait la charge des théâtres. Depuis le temps que la Sibylle rêvait de le rencontrer, c'était incroyable. C'est ainsi qu'au même endroit, Madame Montansier présenta à Marianne Thérésia Cabaru, une autre grande actrice qui ne savait même pas pourquoi elle était ici. On la soupçonnait d'être un agent à la solde de l'ennemi et d'avoir construit son théâtre avec de l'argent détourné. Les geôles étaient un endroit lugubre, triste, rempli de puces et de l'eau putride suintait le long des murs. Mais Marianne comprit rapidement qu'au prix de quelques pièces, il était facile de retrouver un minimum de confort. Malheureusement, Marianne n'avait point d'argent sur elle. Par contre, Marianne savait lire l'avenir avec les cartes, mais aussi dans les lignes de la main. Alors, en échange de quelques prédictions à tout ce beau monde présent autour d'elle, elle put échanger ses services contre quelques repas un peu moins frugal ou encore quelques morceaux de savon pour se débarbouiller. Il ne fallut pas longtemps pour que toute la prison soit au courant que dans ces geôles se tenait là la grande voyante, le Normand. C'est ainsi qu'un jour, un jeune homme fit passer un billet à la voyante. Sur celui-ci, une certaine Rose Thatcher de la Pégagie, épouse Beauharnais, née le 23 juillet 1763 à la Martinique, demanda à la Pythonisse de lui conter son avenir et également celle de son époux, Alexandre Beauharnais, né le 28 mai 1760 à Fort-Royal en Martinique également. Mais Dame Rose Thatcher de la Pégagie souhaitait obtenir un horoscope. Seulement, comment faire l'horoscope sans livre ni table de calcul? Mais la Pythonisse avait plus d'un tour dans sa poche. Elle fit simplement appel à ses dons de voyance et nota sur un bout de papier froissé tout ce qui lui passait par la tête. Je vais d'ailleurs vous lire quelques lignes de ce qu'elle écrivit sur le papier à ce moment-là. Votre époux périra de mort violente. Vous lui survivrez. Un second hymen est annoncé avec un homme de guerre. Celui-ci doit faire l'admiration de la France, devenir le régulateur du monde entier. Vous êtes appelé aux plus hautes destinées. Votre second époux pourra devenir infidèle envers vous. S'il en est ainsi, dans 4 lustres, toute illusion de bonheur est à jamais détruite. Le Normand.
Elle fit ensuite parvenir le billet, en retour par le même gardien, au prix de quelques pièces, et Madame de Beauharnais reçut la réponse de la voyante. Et c'est après plusieurs semaines et la mort de Robespierre par guillotine que Marianne fut enfin libérée, ainsi que les autres occupants de la prison. C'est le 5 août 1794 que Claude François eut le bonheur de serrer une nouvelle fois dans ses bras la Pythonisse. Et ces semaines passées loin de celle qui comptait le plus à ses yeux lui fit comprendre qu'il rêvait de passer sa vie auprès d'elle. Et c'est ce jour-là qu'il lui demanda si elle était d'accord d'unir sa destinée à la sienne. Mais Marianne ne répondit jamais. Seulement, après avoir passé quelques semaines en prison, Marianne ne put payer le loyer du 5 de la rue du Tournon. Toutes ses affaires furent récupérées par la propriétaire afin qu'elle puisse se rembourser des loyers impayés, et Marianne dut tout reprendre à zéro. Et c'est au Palais Royal que Anne-Marie décida d'aller se renflouer, tandis que Claude François, lui, guettait la moindre venue de policiers. Un jour, Marianne vit arriver une jeune femme, magnifique, splendide, qui venait de la part d'une amie chercher une certaine mademoiselle Lenormand. Marianne lui dit que c'était elle, et la jeune femme lui annonça que son amie était Marguerite. Marguerite, mademoiselle Montansier, la grande comédienne elle-même, celle à qui Marianne avait en quelque sorte sauvé la vie à la prison en lui contant son avenir afin qu'elle puisse garder espoir. Les deux jeunes femmes, et Flamermont, partirent donc vers le théâtre où mademoiselle Montansier travaillait. Marianne et Marguerite étaient ravies de se revoir dans de bien meilleures conditions que la dernière fois où elles avaient été ensemble. Il suffit d'un simple coup d'œil à l'actrice pour comprendre la situation dans laquelle Marianne se trouvait, sans le sou. Elle la prit par la main et l'entraîna dans la soupente de l'appartement, dans laquelle étaient entassés tout un tas de meubles, mais également de vêtements. Elle dit à Marianne de se servir et de prendre tout ce qu'elle avait besoin pour remeubler l'appartement du 5 rue du Tournon et pour se vêtir. Marianne était heureuse, elle avait l'impression d'être une vraie comédienne. Elle portait là l'un des plus beaux costumes de sa vie, même si rien ne lui appartenait. Elle prit également un guéridon, quelques chaises, une table, de façon à pouvoir recevoir sa clientèle de façon un peu plus convenable, et elle a installé tout ça dans son cabinet. Et comme si tout ça ne suffisait pas, 2 jours plus tard, Marianne était invitée par Marguerite Montansier à une soirée donnée par Barras. Et c'est ainsi qu'elle rencontra tout le gratin parisien, que ce fussent des militaires, des artistes et même des journalistes. Marianne fit des consultations à tour de bras à tout ce petit monde et sa cassette commençait à se remplir à nouveau. Tout ce petit monde avait envie de s'amuser, d'oublier les mois passés où les têtes tombaient les unes après les autres et s'amoncelait comme au cimetière de Saint-Sulpice. L'époque était difficile, l'argent ne valait plus rien, les magasins et les étals étaient vides, l'hiver avait été terrible, on ne trouvait plus rien à manger, mais devant le petit magasin de la rue du Tournon, les files d'attente se formaient et les plus riches de la ville continuaient de venir consulter Marianne. La rue du Tournon était devenue un endroit à la mode. Depuis que Rose de Beauharnais avait consulté Marianne à la prison, celle-ci ne pouvait s'empêcher de penser aux prédictions de la jeune femme, notamment celles concernant son destin extraordinaire. Son mari avait effectivement pris dans des conditions horribles, et c'est alors la jeune Pythonisse lui avait annoncé une vie faste, extraordinaire, mais Madame de Beauharnais n'y croyait pas trop. Depuis sa sortie de prison, la vie était si dure pour elle. Même si elle vivait dans un petit hôtel qu'elle louait, prix fou, les factures s'amoncelaient. Il est bien vrai que son amant, Barras, payait la plupart de ses frais, mais cela ne suffirait pas à aller très loin. Et c'est au cours d'un dîner organisé par Barras que Rose de Beauharnais rencontra celui qui allait changer sa vie et lui offrir ce fastueux destin. C'était un homme qui ne payait pas de mine, petit, très mince, avec des bottes trop grandes pour lui. Elle l'avait même surnommé le Chaboté. Cet homme avait d'ailleurs déjà consulté Marianne de nombreuses années auparavant. Et cet homme, c'est le général Bonaparte lui-même. Au premier coup d'œil sur Rose, il en était tombé éperdument amoureux. Et cela arrangeait bien les comptes de Barras, qui se mit en tête de les faire se marier par pur calcul politique. Et même si la jeune femme y était fort réticente, car Bonaparte ne lui plaisait pas du tout, elle comprit que c'était là son salut, et que grâce à lui, elle pourrait continuer à vivre sa vie de princesse.
Et durant des années, Marianne continua de voir défiler dans son cabinet consultants et consultantes plus bourgeois les uns que les autres. Régulièrement, Rose de Beauharnais consultait encore Marianne. D'ailleurs, elle la faisait même venir quelquefois chez elle, cachée et déguisée pour que personne ne la reconnaisse. Même s'il était peu présent à leur domicile, Napoléon Bonaparte n'était pas du tout d'accord que sa femme consulte l'avenir auprès de la voyante. Ainsi, l'argent coulait à flot et notre Marianne dépensait bien souvent sans compter, parfois même plus qu'elle n'avait dans sa cassette. Un soir d'automne 1797, des jeunes femmes s'attabla à son bureau pour griffonner des notes, comme elle le faisait souvent. Elle dessina un étrange personnage assis sur un âne. Flammarion lui demanda ce qu'elle était en train de faire et elle lui dit qu'elle était en train de dessiner Don Quichotte, assis sur Rocinante, son cheval. Flammarion lui demanda pourquoi elle dessinait ce bonhomme et elle lui dit qu'elle venait juste de lire le roman sur Don Quichotte, ce qui lui avait mis une petite idée en tête. C'est ainsi que le 10 Vendémiaire de l'an 6, on vit la parution d'un nouveau journal baptisé Le mot à l'oreille ou le Don Quichotte des dames, rédigé par la Pitonise. Persuadée de son talent d'écrivaine, elle écrivit moult périples et utilisait le personnage de Don Quichotte pour anonymiser ses récits. En réalité, sous couvert de cet anonymat, c'était le journal de ses consultations et de ses prédictions que Marianne partageait à qui voulait bien acheter cette presse. Joséphine de Beauharnais continuait encore et encore de consulter Marianne, qui parfois lui donnait des conseils sur les tactiques militaires que Bonaparte pouvait ou ne pouvait pas entreprendre. D'ailleurs, un jour, Marianne eut pour prédiction que si Bonaparte s'attaquait à Albion, il connaîtrait la défaite. Lorsque ce dernier eut vent de cette prédiction, il se mit dans une rage folle, se demandant même comment une voyante pouvait se permettre de se mêler aux tactiques militaires. C'était pour lui impardonnable. Le général Fouché fut diligenté pour aller chercher Marianne, où qu'elle soit, pour la déférer immédiatement à la prison des Madelonnettes. Une fois de plus, la pauvre Pitonise fut amenée à la prison. Mais cette fois-ci, Flammarion lui donna des cartes, des livres sur la cabale et un châle pour qu'elle n'ait pas froid. Son arrestation eut d'ailleurs lieu en pleine journée, à un moment où tout un tas de personnes attendaient devant son cabinet pour la consulter. Les gens ne comprirent pas pourquoi elle venait d'être enlevée par la police. La foule se mit à suivre le cortège, criant de la libérer. Peut-être disait-elle des vérités qui gênaient le gouvernement. Ainsi, elle fut donc une nouvelle fois emprisonnée à la prison des Madelonnettes, où elle attendait chaque jour un interrogatoire plus que corsé. Rapidement, cette arrestation fit grand bruit à tel point que Joséphine elle-même sut que sa voyante adorée était arrêtée. Elle lui fit donc passer un billet par les gardiens de la prison, qui furent bien embarrassés de voir que Joséphine elle-même avait écrit un petit mot à la Pitonise. Marianne était tellement populaire que ses consultants eux-mêmes lui firent parvenir des petits plats, des fleurs, tout un tas de cadeaux et de coquetteries qu'elle pouvait, à sa guise, utiliser dans sa geôle. Malheureusement, Marianne passa Noël en prison et les interrogatoires se perpétuèrent. Et c'est le 1er janvier 1804 que Marianne fut enfin libérée, accueillie bien entendu par son cher Claude François. Marianne continua bien entendu ses consultations et Joséphine de Beauharnais finit par devenir impératrice en épousant notre cher Napoléon Bonaparte. Un jour, Marianne fit une consultation à un général de l'armée. Marianne lui annonça qu'il fallait qu'il quitte absolument la capitale car sa vie était en jeu. Ceci parvint aux oreilles de Fouché, qui, fou de colère, décréta que Marianne faisait courir un risque à la nation. Elle était une bonne amie de Joséphine, et celle-ci, au cours d'une consultation ou d'une rencontre, pourrait peut-être, malencontreusement, révéler des secrets à la Pitonise. Alors ni une ni deux, Fouché fit arrêter Marianne une fois de plus. Retour à la case prison aux Madelonnettes. Cet événement fut un coup dur pour Marianne, bien que cette arrestation ne dura que 48 heures. Sortie de là, Marianne avait envie d'un petit peu de changement. Sa cassette était bien remplie, alors elle décida d'entreprendre d'acheter une nouvelle demeure plus grande, plus spacieuse.
Elle acheta donc un grand immeuble, rue de la Santé, qui lui coûta quand même 20 000 francs. Mais elle ne s'inquiéta pas trop. Il fallait bien entendu meubler ce logement, bien plus grand et plus spacieux que le précédent. Et c'est Flammarion qui fut content. Il eut enfin une grande chambre bien spacieuse juste pour lui. Et Marianne continua ses dépenses, bien plus que de raison. Il en sortait toujours plus qu'il n'en rentrait. Puis lui vint l'envie de retourner à Alençon, voir son frère et sa sœur. Et puis pourquoi pas acheter quelques terres là-bas. Et histoire de faire bonne impression, avant de partir de Paris, elle acheta une énorme berline, s'offrit les services de 2 cochers et partit à Alençon rejoindre sa famille. Une fois qu'elle eut dépensé tout son argent en aidant son frère et sa sœur, elle entreprit de retourner à Paris. Elle avait à nouveau les poches vides. Elle avait besoin d'un peu d'argent, alors elle fit un emprunt à Flammarion, qui lui prêta tout l'argent qu'il avait économisé depuis des mois, soit 6 000 francs. Bien sûr, entre nous, soit dit en passant, elle ne lui rendit jamais. Elle était bien trop dépensière et avait bien trop de mal à garder de l'argent dans sa bourse. Durant son voyage, Flammarion était resté à Paris et avait pris soin de noter toutes les demandes de rendez-vous pour Marianne, afin que dès son retour, elle puisse reprendre ses activités. Le 11 décembre 1809, 2 commissaires firent irruption dans le cabinet de Marianne alors qu'elle était en pleine séance de divination. Sous les yeux effarés de Claude François, Marianne fut emportée une énième fois à la prison des Madelonnettes. 2 commissaires prirent bien sûr le soin d'emporter avec eux tous les écrits de Marianne qui étaient présents dans le cabinet, afin de les étudier. À cause de cette arrestation, les dons de voyance de Marianne. Elle avait prédit bien trop de choses qui s'étaient avérées vraies. Peut-être était-elle un espion à la solde des ennemis de l'empereur ? En tout cas, il était étrange. Elle en savait bien trop. Et Vera était persuadée que cela n'avait rien à voir avec de soi-disant dons de voyance. Après des interrogatoires durant plusieurs heures, et ce chaque jour, c'est le 23 décembre 1809 que Marianne put enfin être libérée, après avoir pu prouver sa bonne foi grâce à ses écrits. Et à chaque nouvelle arrestation, la réputation de Marianne ne faisait que se renforcer. Durant son séjour aux Madelonnettes, Flammarion avait recueilli pas moins 719 cachets suite à des demandes de consultation. Et au sortir de cette mésaventure, Marianne préféra aller se reposer quelque temps dans sa maison de campagne à Mignot. Pas loin de Mignot se trouvait Malmaison. Et qui se trouvait à Malmaison, je vous le donne en mille, Joséphine. C'est ainsi que Marianne et Joséphine continuèrent de papoter et de passer du temps ensemble dans leur résidence secondaire. Les mois qui suivirent, la France commença à changer. L'empereur, qui voulait mettre l'Europe à sa botte, fit des erreurs. L'Europe se retourna contre lui. Il demanda également le divorce d'avec Joséphine. Le 29 mars 1814, Marmont, secrétaire de l'empereur, lui envoya un billet qui stipulait que l'ennemi gagnait du terrain. Le 31 mars à midi, le tsar Alexandre et le roi de Prusse en tête entrèrent à Paris, sous les éclats de voix des royalistes, ravis de voir la défaite de Napoléon. Le 5 avril, Napoléon, abandonné de tous, signa son acte d'abdication sur le guéridon d'Acajou de Fontainebleau. Et c'est le 29 mai 1914, jour de Pentecôte, que Marianne eut la triste nouvelle de la mort de Joséphine. C'était une nouvelle époque qui commençait. Les Bourbons étaient revenus. Louis XVIII, qui avait de nombreuses années auparavant consulté Marianne, est à présent sur le trône de son frère. Faut-il que durant tous ces mois, toutes ces années, Marianne continua d'écrire ses souvenirs. Et c'est en 1815 que parut Les souvenirs prophétiques d'une Sibylle. Son succès fut mitigé. Son carnet de consultation ne désemplissait pas, et beaucoup venaient pour savoir si Napoléon allait un jour remonter sur le trône. Et c'est d'une façon très ferme que Marianne affirmait à qui voulait l'entendre que cela n'arriverait jamais. C'était sans compter à ce jour du 1er mars 1915 où, dans le golfe de Juan, notre cher Bonaparte débarqua pour prendre la route des Alpes. 20 jours plus tard, il entrait à Paris. C'est ainsi que le 20 mars, à 4 heures du matin, et sans avoir tiré un seul coup de fusil, il retrouva Fontainebleau. À 7 heures, le roi Louis XVIII et sa cour avaient quitté les lieux, ainsi que notre cher ex-empereur
s'installa à nouveau au sein de la capitale. Le journal avait le vent en poupe à ce moment-là. Il s'appelait Le Nain Jaune et il publiait en ce jour: Ah Sibylle, je l'avoue avec peine, mais pour cette fois le bel Ariel s'est fait un plaisir malin de vous tromper. À savoir que Ariel était le nom du génie ou du guide qui permettait à Marianne de faire des prédictions. Et quelques jours plus tard, la comtesse d'Albergue, qui aimait beaucoup Marianne, remit à Napoléon un exemplaire des souvenirs prophétiques. Tout juste eut-il vu le nom de la Sibylle sur l'ouvrage qu'il se mit dans une colère immense. « Votre mademoiselle Lenormand est folle. Elle est assez téméraire pour me donner des conseils, à moi, et dans un pareil moment, ne m'en parlez plus. » C'est ainsi que le général Bertrand se rendit au 9 de la rue Tournon, voir la belle Marianne, afin de lui reprocher d'avoir fait des prédictions qui s'avérèrent fausses, puisque l'empereur était à nouveau sur le trône. Marianne, quelque peu vexée, fit de nouvelles révélations au général et lui annonça une très rude défaite prochaine, sous-entendant que ses prédictions étaient toujours justes et que ce n'était qu'une question de jours avant que l'empereur ne tombe définitivement. Bref, les gros titres du Nain Jaune n'empêchèrent pas Marianne de travailler. De toute façon, la conjoncture faisait bien les affaires de Marianne. Tout le monde venait la consulter. Les royalistes pour savoir si un retour du roi était possible, les fidèles de Napoléon pour connaître son dessein au sujet de la nation, et ceux qui se fichaient que ce soit l'un ou l'autre et qui espéraient juste y trouver leur compte. Un jour, elle reçut même son propre cousin Théodore. Ils ne s'étaient pas revus depuis de très nombreuses années. C'était un fidèle de Bonaparte. Tout au long de la conversation, Marianne n'eut de cesse de lui faire entendre raison, lui disant que le destin de Bonaparte était tracé et que la gloire d'antan était en train de s'achever et ce serait avec perte et fracas. À la fin du mois de mai 1815, Marianne publia un nouveau livre qui s'intitulait « L'anniversaire de la mort de l'impératrice Joséphine ». Elle s'était d'ailleurs donné comme objectif d'écrire un livre chaque année, et elle tint son objectif jusqu'à la fin de sa vie. Et à chaque sortie de livre, les gazettes locales écrivaient de véritables tribunes contre la pythonise. Ils l'appelaient même la voyante qui ne voit que le passé. Cela était dû au fait que Marianne écrivait des livres sur ses prédictions passées, mais n'avait toujours pas écrit de livre sur les prédictions futures. Mais comme toujours, les prédictions de Marianne furent avérées. Le 22 juin de cette même année, Napoléon, vaincu, abdiqua en faveur de son fils, suite à la bataille sanglante qu'il perdit le 18 juin à Waterloo. En 1817, un nouvel ouvrage sortit. Elle avait écrit Les oracles de la Sibylle ou la suite des souvenirs prophétiques. En 1718, un nouvel oracle sortit. Elle avait écrit Les oracles sibyllins ou la suite des souvenirs prophétiques. Et c'est toujours sous la plume acerbe des mêmes journalistes que les critiques pleuvaient. Cette même année, la joufflue perdit sa sœur Sophie, qui était déjà veuve depuis quelque temps. Elle laissait derrière elle 2 enfants. Alexandre et Louise, à peine adolescents. Pour ne pas les laisser partir à l'orphelinat, Marianne décida de les adopter et de les faire venir dans son hôtel particulier, rue de la Santé. Mais Marianne était férue de travail. Elle s'y attelait nuit et jour. Elle consultait la journée et écrivait la nuit. Qui allait donc s'occuper des 2 jeunes enfants? C'est alors qu'un jour, Madame Aloïs, une de ses anciennes consultantes, revenant au cabinet pour consulter une nouvelle fois la Sibylle, dit à Marianne qu'elle avait de grandes difficultés depuis son veuvage récent et qu'elle vivait chichement. Elle venait voir Marianne pour savoir si son avenir allait changer. C'est alors que Marianne lui proposa de devenir sa dame de compagnie et de s'occuper de sa nièce Louise, Alexandre étant lui destiné à partir au pensionnat. Celle-ci accepta et la famille s'agrandit. En 1818, Marianne se rendit au congrès d'Aix-la-Chapelle. Elle était persuadée d'avoir un rôle à jouer dans la destinée des grands rois de France et qu'elle pourrait les conseiller sur leur façon de régner. À ce congrès se tenaient les plus grands émissaires du monde, l'empereur François d'Autriche, le roi Frédéric de Prusse, le duc de Richelieu et bien d'autres. Claude François resta à Paris pour veiller sur la jeune Louise et Marianne partit avec sa dame de compagnie. Là-bas, elle fit de la voyance à tout un tas de consultants issus de la noblesse, entreprit ensuite de partir en Belgique, à Bruxelles, puis se rendre à Waterloo. Elle avait déjà vu dans ses songes ce qui s'y était passé, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle avait pu prédire le triste sort de Napoléon.
Et c'est après plusieurs semaines, en ayant bien vidé sa cassette, qu'elle décida de retourner à Paris pour reprendre ses consultations et revenir auprès de ceux qu'elle aimait tant. En 1919, elle fit paraître un nouvel ouvrage, intitulé « La Sibylle au congrès d'Aix-la-Chapelle ». Beaucoup de révélations y étaient faites, cela ne plut pas à tout le monde. Une fois de plus, l'année suivante, un nouveau livre encore vint compléter la collection, les mémoires historiques et secrets de l'impératrice Joséphine. La critique était de plus en plus cinglante, et comme si cela ne suffisait pas, Louise, la nièce de la Joufflue, s'éteignit. Quel coup dur pour la jeune femme. Un matin de février 1920, Marianne se réveilla après avoir fait un terrible cauchemar, qu'elle prit comme une prophétie. Elle vit le duc de Berry mourir assassiné. Et le 13 février, Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry, prit un coup de poignard dans le cœur. Et c'était là pour Marianne une véritable tragédie, car il était le dernier des Bourbons à pouvoir régner. Elle qui était profondément royaliste. L'année suivante, en février toujours, elle décida de se rendre à Bruxelles. Une nouvelle fois, elle s'installa dans l'hôtel Bellevue, où elle se mit à recevoir bon nombre de consultants. Le gérant de l'hôtel trouvait ça très étrange, tous ces va-et-vient. Il prit des notes et fit sûrement des déclarations à la police. Ainsi, le 13 avril, Marianne est arrêtée par la police bruxelloise au motif d'escroqueries commises à l'aide de manœuvres frauduleuses. La plainte fut déposée par Monsieur Bourgeois, procureur auprès du roi du tribunal de Bruxelles. Et comme à chaque fois, son arrestation fut grand bruit, ainsi que les gros titres des journaux. Et c'est grâce à cela qu'une consultante bien placée de Marianne put permettre que sa détention se fasse dans de bien meilleures conditions. Le 18 mai 1821, la Cour supérieure mit en accusation Marianne au motif exact que la prévenue a reçu chez elle un grand nombre de personnes qui venaient la consulter, se faire dire la bonne aventure, tirer leur horoscope, et qu'elle en reçut à cet effet des sommes plus ou moins considérables. À la suite de quoi, le procureur du roi s'opposa à cette ordonnance, ce qui fit que Marianne a eu le droit à un procès au tribunal correctionnel de Louvain, où elle eut été transférée. Son procès démarra le 7 juin à 10 h, et Marianne eut grande difficulté à mettre à mal l'accusation. Elle écopa d'1 an de prison et de 50 florins d'amende. Marianne fit appel et le 26 juillet commença un long procès, à l'issue duquel, après moult péripéties, Marianne écopa finalement d'une amende de 7 florins et 800, et elle avait 48 heures pour quitter la Belgique. Marianne fut très heureuse de pouvoir revenir en France, même si elle était finalement criblée de dettes. En récompense de ces 100 jours pénibles qu'elle venait de passer, elle décida de s'arrêter quelques jours à Aix-la-Chapelle. Durant sa cure thermale, elle ne manqua pas de faire consulter pour faire rentrer de l'argent dans sa cassette. Et elle se mit à écrire « Souvenirs de Belgique », un livre qui était dédié à ses 100 jours d'infortunes diverses ainsi que son mémorable procès qui sortira en 1822. Marianne avait vraiment vécu une vie fastueuse et ses finances étaient vraiment désastreuses. Quelques années auparavant, elle avait acheté un château à Poissy, qu'elle vendit, tout comme sa campagne de Mignon. Elle dut arrêter d'aller au théâtre et à l'opéra, et passer son temps à enchaîner les consultations. L'année suivante, elle partit avec le docteur Gall en Angleterre. Elle jouissait d'une excellente réputation là-bas. On l'appelait la voyante de Napoléon. C'est donc sans mal qu'elle vit arriver une superbe clientèle, et même le roi Georges IV, qui se fit tirer l'horoscope par Marianne. Il lui fallut 2 années avant de revenir à Paris retrouver son cabinet de la rue Tournon et son hôtel de la Santé, mais également retrouver Flamermont, qui veillait sur ses biens et sur son magnifique chat persan. Mais 2 ans, c'est long, et pour la première fois, Claude François trouvait Marianne changée. Elle avait vieilli, avec des cheveux blancs, marchant lentement. Elle parlait souvent du legs de ses œuvres à la postérité. Les années qui suivirent, Marianne continua d'écrire. Certains de ses ouvrages purent voir le jour, et d'autres, faute de moyens, ne purent être imprimés. En 1932, Marianne reçut des nouvelles de son frère Marc, qui était à ce moment-là soldat en Italie. Il avait été grièvement blessé lors d'une bataille, et toute la journée, Marianne consulta et reconsulta les oracles, les astres, et elle sut avant même le pli officiel qui arriva 2 jours plus tard que son frère était déjà mort. À partir de là, Marianne ne fut plus jamais la même. Elle se laissa partir petit à petit.
Les dernières années de sa vie, Marianne se fit un nouvel ami, un homme sympathique, avec qui il n'y eut aucune romance. L'histoire était plutôt cocasse. Il était venu la consulter dans l'espoir de prouver au monde que la divination n'existait pas. Il fut bien attrapé de voir les révélations de la pythonisse se révéler vraies à son sujet, et de fil en aiguille, il révéla à Marianne la réalité de sa venue. Et c'est comme ça qu'ils devinrent bons amis. Mais le plus fidèle reste Flammarion. En juin 1843, Marianne commence à souffrir des reins. Elle refuse de consulter, jusqu'au 23 juin où son état avait terriblement empiré. Les médecins qu'elle consulta conclurent à une maladie de la vessie. Ils tentèrent de l'opérer afin de lui poser une sonde. Malheureusement, l'opération ne se déroula pas comme prévu. Elle eut une plaie qui s'infecta, et c'est 2 jours plus tard, le 25 juin 1843, que Marianne rendit son dernier souffle, aux côtés de son fidèle Claude François, Dama Louis, et de son neveu le capitaine Alexandre Hugo, qui avait été prévenu de l'état de santé de sa tante. Ainsi, elle fut enterrée au Père-Lachaise, où on peut toujours lui rendre visite pour lui déposer des fleurs. Gros bisous mes gâtés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.